Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous. C'est encore la rentrée. On est, oui, certes, à la mi-octobre, mais pourquoi pas faire d'utiles révisions, notamment des grands accords cadres SAD, marché à bon de commande, dans le cadre des achats publics récurrents. C'est en tout cas l'objectif de cette énième web conférence qu'organise le cabinet Lando et Associés. Et nous allons procéder à cet exercice avec les meilleurs experts sur la place que je m'empresse de vous présenter. Madame Céline Dobsik, soyez la bienvenue, directrice juridique à l'UNIA, j'espère que je prononce bien, la coopérative des acheteurs hospitaliers. Maître Evangelia Karamitrou, avocate associée au sein du cabinet Lando et Associés. Maître Marie Bouchon, avocate pré-associée au sein du cabinet Lando et Associés, et Kevin Picavès, consultant juridique à la direction des achats de l'État. Au menu de cette heure, 1 heure et demie à peu près que nous allons passer ensemble, nous allons faire une rapide comparaison des divers outils, l'accord cadre, les principales questions autour de cet accord cadre, le SAD, les liens avec les outils de mutualisation et une utile petite conclusion pour terminer. Entrons rapidement dans le vif du sujet avec la comparaison rapide des divers outils. Dans l'exercice que nous faisons depuis plusieurs mois maintenant, il y a quelqu'un qui fait une présentation globale et puis deux autres personnes qui réagissent un peu à cette présentation. Et pour commencer, c'est vous, Madame donc Karamitrou, qui allez travailler, nous proposer voilà, de planter le décor de l'accord cadre et dont les marchés à bon de commande. Vous avez la parole. Voilà, merci. Merci. Alors, l'accord cadre dont le marché à bonne commande. Alors, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, relative au marché public et son décret d'application de 2016, repris lors de la codification, les accords cadres repris lors de la codification dans le code de la commande publique, les accords cadres constituent une technique d'achat au même titre, par exemple, que le concours ou que les systèmes d'acquisition dynamique. Les accords cadres sont définis par l'article 1 de l'article L 2125-1 du Code de la commande publique comme un contrat qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. L'accord cadre regroupe à la fois les contrats qui s'exécuteront par la conclusion de marchés subséquents, autrement dit ceux pour lesquels toutes les stipulations contractuelles ne sont pas fixées, et ceux fonctionnant par l'émission de bons de commande. Dans ce dernier cas, cela implique que l'objet et les prix des prestations soient d'ores et déjà déterminés. De plus, pour ces derniers, il convient désormais de parler d'accord cadre à bon de commande plutôt que de marché à bon de commande. Il est également possible qu'un accord cadre regroupe à la fois marché subséquent et bon de commande. Ainsi, l'accord cadre est un contrat par lequel l'acheteur s'engage à passer le marché auprès du ou des titulaires de l'accord. Donc, ça peut être mono-attributaire ou ça peut être multi-attributaire pendant une durée donnée et qui s'exécutera au fur et à mesure de l'apparition de besoins de l'acheteur pour des prestations qui sont bien définies dans le contrat. Ainsi, l'accord cadre ne peut en aucun cas se contenter de définir sommairement le besoin de l'acheteur. Seule, bien sûr, une certaine souplesse est laissée dans la fixation du contenu des accords cadres à marché subséquent. Néanmoins, l'accord cadre doit impérativement comporter les conditions de passation de marché subséquent. À ce titre, lorsque l'accord cadre est multi-attributaire, il doit indiquer les critères de sélection des offres permettant d'attribuer, bien sûr, les marchés subséquents. Concernant le prix, dans le cadre des accords cadres à bon de commande, le prix unitaire seront nécessairement figés, alors même que dans le cadre des accords cadres à marché subséquent, ceux-ci devront à défaut fixer le prix ou au moins déterminer les modalités de sa fixation prix déterminable.
à titre d'exemple, dans le cadre d'un accord cadre à bon de commande, un plafond de prix pourra être fixé dans le cadre de l'accord cadre et ces prix pourront être optimisés par les candidats dans le cadre de leur réponse au marché subséquent. Par ailleurs, il est essentiel, dans le cadre de l'accord cadre à bon de commande, comme de l'accord cadre à marché subséquent, que le périmètre de prestation soit clairement défini. En effet, celui-ci ne pourra pas évoluer par le biais des bons de commande ou de marché subséquent en cours d'exécution, au risque d'entraîner une modification substantielle de l'accord cadre. En tout état de cause, l'accord cadre constitue un système, on dirait, doublement fermé pendant son exécution, puisqu'une fois que l'accord cadre est conclu, que celui-ci soit monoattributaire ou multi-attributaire d'ailleurs, aucune autre entreprise ne peut l'intégrer. Autrement dit, seuls le ou les titulaires de l'accord cadre peuvent se voir attribuer de bons de commande ou de marché subséquent ou les deux. Ce point constitue une des principales différences d'ailleurs avec les systèmes d'acquisition dynamique qu'on va voir par la suite. En revanche, cela ne signifie pas que la conclusion d'autres marchés soit totalement proscrite pendant la durée d'exécution de l'accord cadre. Cependant, sauf rédaction d'une clause contractuelle précise indiquant dans quel cas l'acheteur peut confier des prestations à des tiers à l'accord cadre, il nous semble qu'il faut considérer par sécurité que les titulaires de l'accord cadre bénéficient d'une exclusivité garantie. Concernant l'acheteur, le système est strictement fermé. Bien sûr aussi, seul l'acheteur ou le groupement de commandes qui est l'acheteur peuvent bénéficier de cet accord cadre. Il est donc indispensable que ceux-ci, les acheteurs donc, soient clairement identifiés dans le cadre de l'accord cadre. Merci, Evangelia Karamitrou. Kevin Picabès, est-ce que Maître Karamitrou a été complète dans sa présentation? Oui, très complète. Je voulais donc faire deux commentaires. Le premier, c'est que l'accord cadre au sein de la direction des achats de l'État est l'outil préférentiel que nous utilisons pour la mutualisation de nos achats au bénéfice des ministères et des établissements publics de l'État. Donc c'est vraiment un outil très important pour nous. Et juste une précision juridique, c'est que le code fixe les modalités de choix entre marché subséquent et bon de commande. Tout dépend en fait largement de la complétude des pièces du marché. Ainsi, si l'accord cadre ne prévoit pas tout, alors ce sera un accord cadre, un marché subséquent. Si au contraire il prévoit tout et qu'il va être exécuté facilement, ce sera un accord cadre à bon de commande, avec la possibilité évidemment d'avoir un accord cadre mixte avec une partie à marché subséquent et une partie à bon de commande. Tout ça pour dire que si le code fixe les modalités dans lesquelles on utilise l'accord cadre à bon de commande ou l'accord cadre à marché subséquent, c'est évidemment l'acheteur qui, au cas par cas, en fonction de son besoin, en fonction de la nécessité de l'attente plutôt que l'acheteur aura, que les candidats précisent leur offre au cas par cas, c'est dans ce cadre-là qu'il va choisir accord cadre à marché subséquent ou accord cadre à bon de commande. Voilà. Ok, merci pour ces précisions. Céline Dopsic, de votre côté, est-ce que voilà, dans l'univers hospitalier, on est dans le même contexte? Oui, tout à fait. Et je rajouterai que pour une centrale d'achat, l'accord cadre est effectivement l'outil, la technique d'achat la plus utilisée. Alors, accord cadre, marché subséquent, bon de commande, la technique s'imposera assez naturellement selon la nature des prestations. Pour des prestations de fourniture courante, le bon de commande s'imposera assez naturellement. Le marché subséquent, lui, s'imposera plus naturellement pour des prestations intellectuelles, par exemple, quel que soit l'acheteur. Hein, pour des prestations intellectuelles, à chaque commande peut s'imposer la nécessité de redéfinir le cadre de la prestation. Autrement dit, le bon de commande n'est pas l'outil le plus approprié. Alors, pour une centrale d'achat, au-delà de la technique qui s'impose naturellement entre bon de commande et marché subséquent, le choix entre accord cadre à bon de commande et marché subséquent peut aussi relever d'une stratégie achat. Est-ce que la centrale d'achat souhaite offrir la possibilité aux adhérents d'adapter les modalités d'exécution du marché à la spécificité de leur établissement? Alors évidemment, dans le respect des termes de l'accord cadre. Le cas échéant, l'accord cadre à marché subséquent est l'outil intéressant, puisque chaque établissement va pouvoir adapter un petit peu le cahier des charges
aux spécificités qui lui sont ses spécificités internes. À l'inverse, s'il souhaite recourir à une centrale d'achat pour précisément faciliter l'émission des bons de commande, eh bien, la centrale d'achat optera pour l'accord cadre à bon de commande. Et puis, c'est aussi, en termes de stratégie achat, est-ce que finalement, l'accord cadre à marché subséquent multi-attributaire, en ce sens qu'il permet d'offrir aux adhérents eh bien, une possibilité de mise en concurrence des opérateurs préalablement sélectionnés. Si la centrale d'achat identifie que cela peut avoir un intérêt pour les adhérents, eh bien, on optera pour un accord cadre à marché subséquent. Donc, accord cadre, bon de commande, marché subséquent peuvent s'imposer assez naturellement selon la nature des prestations, mais ça peut être aussi une stratégie achat pour une centrale d'achat. D'accord, merci beaucoup. Kevin Picabès, je reviens donc vers vous avec le système d'acquisition dynamique, ce SAD qui a visiblement un peu de mal à se faire sa place en quelque sorte. Oui, effectivement, c'est un outil qui est relativement peu utilisé aujourd'hui. Espérons qu'il le devienne. À l'instar de l'accord cadre, c'est également en fait une technique d'achat, mais de création plus récente, puisque ça date des directives de 2004, telles que modifiées en 2014. À l'instar de, enfin, le système d'acquisition dynamique, c'est un système qui est, il faut le savoir, entièrement électronique, ce qui nécessite de l'acheteur qui puisse passer sa procédure pour la passation du SAD, puis ensuite des marchés spécifiques, totalement de manière dématérialisée. Et c'est un outil qui est utilisé uniquement pour les achats d'usage courant, donc pas pour tous les achats comme ça peut être pour l'accord cadre. C'est uniquement pour des achats standards, généralement disponibles sur le marché, sur le catalogue, mais en tous les cas pas des achats d'usage trop complexes, trop techniques et spécifiques à un besoin d'un acheteur X. Ça limite évidemment d'autant le champ d'intervention du SAD, ce qui peut en partie expliquer son utilisation plus restreinte. Nous, à la DAE, par exemple, on l'a utilisé récemment pour des achats énormes d'électricité, pour un nombre d'établissements publics très important, ou pour la plupart des ministères de l'État. Ça peut être aussi pour des produits d'alimentation, des fournitures du bureau, bref, des usages pas trop spécifiques. On ne va pas l'utiliser, par exemple, pour l'achat de logiciels spécifiques ou ce type d'achat très complexe. Alors, dans le cadre du SAD, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner un vivier d'entreprises qui vont ensuite être mises en concurrence. Ce vivier d'entreprise, c'est assez intéressant parce qu'il n'est pas, comme dans l'accord cadre, fixe. Il n'y a pas de caractère fermé, comme l'évoquait tout à l'heure Evangelia Carmitrou. C'est un vivier qui est mouvant. Certaines entreprises peuvent en sortir, d'autres peuvent y entrer tout au long de la vie du SAD, ce qui permet évidemment d'avoir un vivier qui est plus proche de la réalité économique. Une fois qu'on a passé le SAD, on va lancer sur cette base, tout au long de la vie du SAD, des marchés spécifiques. Cela peut être pendant très longtemps, parce que le SAD n'est pas limité par une durée de 4 ans. On a, nous, par exemple, des SAD qui sont beaucoup plus longs, qui permettent, pendant une dizaine d'années, parfois, bon, on évite, mais de lancer des marchés spécifiques sur cette base. Et c'est un outil qui est très souple parce qu'au stade du SAD, on n'exige pas de l'opérateur économique qui remette une offre et on n'exige pas de l'acheteur qu'il ait préfixé des clauses comme c'est le cas dans un accord cadre. Il va juste sélectionner les candidats pour savoir qu'ils sont capables ensuite de répondre aux besoins des différents bénéficiaires ou du bénéficiaire ou de l'acheteur seul qui passe son SAD. Mais c'est évidemment un outil qui est également utilisé pour de la mutualisation. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant.
si vous Oui. voulez, je rentre On dans va la vous le dire. procédure. Voilà, on a immédiatement, je veux dire, un commentaire, une réponse de Marie Bouchon qui va vous répondre, si c'est suffisant, M. Picarez. Oui, je pense que c'est une bonne présentation pour présenter l'outil avant de rentrer un peu plus dans le détail de ses avantages et inconvénients. C'est vrai qu'on voit que contrairement à l'accord cadre, c'est un outil très intéressant puisqu'il répond à deux écueils de l'accord cadre. Le fait que l'accord cadre est un système fermé, et je pense que c'est arrivé à nombreux de nos clients de se rendre compte, finalement, on a lancé un accord cadre et finalement, on n'est pas content des prestataires qu'on a retenus. Et puis, c'est toujours embêtant au bout d'un an, 2 ans, de relancer un marché. Donc là, avec ce système ouvert, ça peut permettre de répondre à cet écueil ou au contraire même de pouvoir accueillir un nouvel opérateur qui vient juste de se lancer et qui est très intéressant plutôt que de devoir relancer un marché. Et puis, ça répond à un autre écueil sur la durée puisque le nombre de fois où nos clients, notamment quand la part à bon de commande, par exemple, est résiduelle, et ben, ça les embête toujours de se dire, ah ben mince, je suis bloqué par cette durée de 4 années quand c'est des pouvoirs adjudicateurs. Donc là, ça offre une souplesse supplémentaire. Voilà, le seul peut-être problème de cet outil, c'est il est méconnu et peu utilisé. Et nous, nos clients, peut-être qui ont moins de moyens, si on prend des collectivités territoriales qui sont habituées à des montages et des marchés assez classiques, c'est quelque chose qui, à mon sens, leur fait encore peur et elles n'osent pas se lancer. Très bien. OK. On va voir avec vous, Céline Dobsic, le lien avec les solutions de mutualisation et dont les centrales d'achat. Oui, donc pour compléter, l'accord cadre, comme on l'a vu, mais aussi le SAD sont véritablement les deux techniques d'achat principales des centrales d'achat. Ce sont véritablement des outils de mutualisation des achats. L'accord cadre, pourquoi? Parce que déjà la directive communautaire définit cette technique d'achat comme un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques. Donc déjà dans sa définition, on intègre cette notion de plusieurs opérateurs, plusieurs pouvoirs adjudicateurs qui se regroupent pour passer à un marché, un accord cadre. Alors, petite spécificité pour les centrales d'achat. Alors, j'évoquerai ici les centrales d'achat intermédiaires qui consistent à passer les marchés pour le compte des adhérents. Donc, lancé par une centrale d'achat intermédiaire, l'accord cadre consiste à choisir donc un ou plusieurs opérateurs économiques à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Et puis, une fois que les opérateurs économiques sont choisis, l'accord cadre est conclu entre la centrale d'achat et le ou les opérateurs économiques déterminés. Et cet accord cadre est ensuite mis à disposition des adhérents de la centrale d'achat qui auront du coup un lien contractuel direct à partir du moment où l'accord cadre est mis à leur disposition. Ils auront un lien contractuel direct avec le titulaire. À ce titre, ils émettront directement les bons de commande auprès du titulaire de l'accord cadre, si c'est un accord cadre à bon de commande. Le titulaire facturera directement l'adhérent. Donc la centrale d'achat a bien un rôle uniquement d'intermédiaire. Lorsque l'accord cadre est un marché subséquent, les marchés subséquents, ils sont soit directement lancés par les adhérents, au même titre qu'ils émettent leur bon de commande, soit, là aussi, c'est une stratégie qui relève d'une décision propre à la centrale d'achat. Les marchés subséquents peuvent être lancés par la centrale d'achat pour le compte des adhérents. Le SAD est lui aussi donc une technique d'achat qui vient d'être présentée et qui donc est un outil assez utilisé par les centrales d'achat. Il permet donc de référencer plusieurs opérateurs économiques sur des catégories ou des produits ou services sur la base d'un dossier de candidature. Et ces opérateurs seront ensuite invités à remettre une offre dans le cadre des futurs marchés spécifiques qui seront passés selon un calendrier qui n'est pas forcément déterminé. Pour une centrale d'achat, les marchés spécifiques, ils seront soit lancés par la centrale d'achat pour remplir les objectifs de mutualisation qui incombent tout de même à une centrale d'achat, soit, là encore, c'est une question de stratégie achat, ils seront lancés par chacun des adhérents de la centrale d'achat. Merci pour cet exposé qui appelle deux réactions. On commence par Evangelia Karamitrou.
On t'entend pas? On vous entend pas, Evangelia, Evangelia, donc Voilà. voilà. Merci. Alors, c'est avec plaisir donc que je vais réagir aux propos de Céline, qui est bien placée pour connaître ces deux outils, hein, n'est-ce pas? Donc, comme elle a indiqué, l'achat par le biais d'accords cadres à bon de commande ou à marché subséquent et par le SAD, ce sont deux outils d'achat qui sont très importants pour les centrales d'achat. On imagine bien sûr assez aisément que cela présente de nombreux avantages pour les personnes publiques bénéficiaires, hein, de ces accords cadres et de ces SAD, puisque ces personnes bénéficient d'une procédure de passation qui a déjà été passée par la centrale d'achat et qui permet donc souvent une accélération de l'achat. En plus, ce mode d'achat permet, j'imagine, de faire des économies d'échelle en raison du volume de la commande, hein, qu'on peut passer et des marchés subséquents qui seront beaucoup plus importants. Et donc, les opérateurs économiques, effectivement, on peut imaginer qu'ils peuvent peut-être quand même faire des prix plus intéressants pour les acheteurs. Voilà. Kevin Picabès. Je crois que tout a été dit brillamment avant moi. Et pour résumer, je dirais que ce sont vraiment les deux outils consubstantiels à toute idée de mutualisation. Parce que sans deux, il n'y a vraiment pas de mutualisation, que ce soit dans le cadre d'une centrale d'achat, un groupement de commandes. Il n'y a pas de possibilité de mutualisation sans ces deux outils-là. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Très bien. Ben, si les deux autres intervenants ont été, comment dirais-je, précis et concis, on passe au quatrième point qu'on souhaitait développer avec une question, quel outil pour quel type d'achat? Et c'est Marie Bouchon qui s'y colle. Oui, merci. À titre liminaire, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le recours à un accord cadre ou un système d'acquisition dynamique reste un choix discrétionnaire qui appartient à l'acheteur, hein, qui n'a pas l'obligation de se justifier. On n'est pas comme sur d'autres montages qui sont dérogatoires pour lesquels il faut répondre à un certain nombre de critères pour pouvoir y recourir. Là, ce sont des techniques d'achat auxquelles on peut recourir, hein. C'est un vrai choix discrétionnaire des acheteurs. Toutefois, en pratique, il faut quand même que les acheteurs se posent un certain nombre de questions et qu'ils aient recours à ce type de technique d'achat lorsque c'est le plus opportun pour eux. Ça restera quand même un travail personnel, hein, de chaque acheteur à faire, hein, puisque les raisons qui vont guider ce choix de ces techniques d'achat pour certains ne seront pas les mêmes pour d'autres acheteurs. Mais si on peut déjà donner quelques éléments, donc pour l'accord cadre, quand est-ce qu'il faut y recourir? Eh bien, d'abord, premier conseil, hein, c'est de bien définir ses attentes en la matière. Est-ce que, essayer de cerner son besoin. Est-ce qu'on est sur quelque chose, sur un besoin récurrent, répétitif, quelque chose de ponctuel? C'est des questions à se poser avant de savoir si on va, oui ou non, recourir à un accord cadre. Généralement, le recours à l'accord cadre est effectivement très utile pour les besoins qui sont ponctuels ou récurrents, enfin voilà, qui vont se répéter dans le temps, hein. On n'est pas sur quelque chose qui va avoir lieu une seule fois, on est sur des choses plutôt récurrentes et dont l'étendue n'est pas toujours connue par avance. Alors ça peut être le simple fait, on ne sait pas forcément les quantités. Dans ces cas-là, par exemple, si on veut acheter des fournitures de bureau, vous ne savez pas exactement quand est-ce que vous aurez besoin d'acheter des stylos, ni forcément le nombre. Donc là, c'est tout à fait pertinent. Ça peut être également utile quand on a besoin d'une importante réactivité. On le sait, c'est souvent une critique faite au marché public. Ça prend du temps de passer un marché public, hein. Quoi qu'on fasse, il y a un certain nombre de délais incompressibles. Et l'avantage de l'accord cadre, c'est qu'on a on n'a pas forcément de remise en concurrence si on est sur un accord cadre à bon de commande ou si on est sur un accord cadre à marché subséquent. On a une remise en concurrence plus rapide puisque les titulaires de l'accord cadre ont déjà été présélectionnés. Donc pour ces besoins où on a besoin de réactivité, d'aller assez vite, c'est un outil très utile. Je pense notamment au marché de conseils juridiques, hein, de prestations juridiques. Nous, avocats, on est maintenant souvent mis en concurrence, même si il y a un cadre un peu dérogatoire. Mais quand on est mis en concurrence, effectivement, nos clients ont tendance effectivement à utiliser souvent des accords cadres, puisque par définition, on ne sait pas forcément quand on va avoir besoin de conseils juridiques, notamment pour le contentieux. Et ils ont besoin de réactivité. Voilà, quelqu'un qui a une question juridique, généralement, il ne peut pas attendre plusieurs mois le temps de passer à un nouveau marché. Donc, c'est pour ce type de marché, c'est très utile.
On peut penser également aux services d'agence de voyage, hein, puisque souvent, on ne peut pas savoir dans une collectivité quand est-ce qu'on va avoir besoin de se déplacer les agents, ni où, mais on a besoin de réactivité, puisque le jour où ils ont un déplacement, on ne peut pas leur dire qu'ils auront une réponse sous plusieurs mois. Donc, c'est très adapté pour ce type de besoin. En revanche, peut-être ce type de technique d'achat est peut-être moins adapté pour les travaux, puisque c'est souvent des opérations particulières où on a besoin de définir des choses plus précisément, sauf s'il s'agit de travaux récurrents et très standardisés. On peut penser à certaines grosses collectivités qui ont notamment des accords cadres pour la réfection des chaussées, puisqu'on sait que tout ce qui est trottoir, c'est des choses qui s'abîment très régulièrement et qu'il faut rénover très souvent. Alors, comment choisir quand on se dit que l'accord cadre peut être la bonne technique d'achat entre les bons de commande et les marchés subséquents? Donc ça, tout à l'heure, Kevin Picavès en a parlé. Là-dessus, le code nous donne déjà quelques indications, puisque normalement, quand le besoin est déjà défini, on passe plutôt sur un accord cadre à bon de commande. En revanche, quand il reste des choses à définir au moment de la commande précise, là, on sera plutôt sur la technique de l'accord cadre à marché subséquent. Autre point à prendre en compte pour faire le choix entre ces deux types d'accords cadres, c'est la réactivité. Puisque comme on en a déjà parlé, l'accord cadre à marché subséquent implique une remise en concurrence. Donc, dans ces cas-là, effectivement, si on a besoin d'une très grande réactivité, on sera plutôt sur un accord cadre à bon de commande, sous réserve d'être capable de définir précisément son besoin dès le lancement du marché. Également, l'accord cadre à marché subséquent, ça peut être très utile quand on a besoin de susciter davantage de concurrence, puisqu'on sait que dans les accords cadres à marché subséquent, on fait une vraie nouvelle mise en concurrence, même si elle est limitée aux opérateurs qui ont été présélectionnés, mais il y a une vraie mise en concurrence. Les acheteurs ne sont pas, enfin les opérateurs ne sont pas certains d'être retenus. Ils vont avoir tout intérêt, même s'ils sont ils sont en concurrence avec peu d'opérateurs, si on est sur un accord cadre multi-attributaire, mais ils vont avoir intérêt à faire leur meilleure offre. Donc ça peut être très intéressant si on veut susciter vraiment une concurrence et avoir une offre plus adaptée, puisqu'ils vont quand même nous remettre, ils ne vont pas simplement nous donner un prix, ils vont également pouvoir nous décrire précisément ce qu'ils vont être en mesure de nous offrir comme prestation technique ou comme fourniture pour le besoin qu'on vient de définir. Et pour finir rapidement, mais je ne détaillerai pas plus puisqu'on a toute une partie qui nous attend sur le SAD, mais on en a déjà parlé quand on a évoqué cette technique d'achat. C'est très adapté pour les achats de fournitures simples, enfin les besoins simples, mais on verra plus en détail quand on développera les avantages et inconvénients du SAD. Kevin Picavès va clore ce chapitre. D'abord, pour dire que, comme pour la plupart des structures de mutualisation, évidemment, à l'ADE, nous passons, l'essentiel de nos marchés sont des accords cadres. On passe le plus rarement des marchés subséquents, même si la réflexion commence à être menée. Moi, je voudrais juste rappeler que pour le SAD, enfin pour l'accord cadre et le SAD, le match n'a lieu que sur finalement les achats d'usage courant, parce que effectivement le choix est discrétionnaire entre choix de l'accord cadre et marché et SAD. Simplement, il n'est discrétionnaire que sur les achats d'usage courant, parce que tous les achats complexes ne peuvent pas être passés selon SAD. Donc, s'il y a effectivement une liberté de choix, elle n'est que sur cette partie-là. Effectivement, comme l'a dit Marie Bouchon, ça concerne des achats de fournitures essentiellement, des achats très simples, peut-être des travaux, mais franchement, généralement on évite parce qu'il y a toujours une grosse part de spécificité dès qu'on aborde la question des travaux. À la DAE, on a commencé à y réfléchir. Alors, ce n'est pas une réflexion qui est menée de manière officielle, c'est juste au bureau juridique. On est en train de se dire que finalement, la clé de répartition pourrait être la suivante. À chaque fois qu'on aura un achat d'usage courant, on tomberait vers le conseil du SAD parce que c'est un outil qui est tellement souple qu'il est finalement plus adapté et plus facile d'utilisation que l'accord cadre qui est vraiment beaucoup plus rigide. Alors que pour tous les achats d'usage beaucoup plus complexes, on tendrait, dès lors que c'est pour de la mutualisation et de l'achage récurrent, soit par marché subséquent, soit par accord cadre, soit par bon de commande plutôt, à recommander l'accord cadre. Voilà. On pourrait avoir une clé de répartition qui serait la suivante. Évidemment, elle ne serait pas rigoureuse, on pourrait y déroger, mais
on commence à se dire que les achats de courant doivent vraiment être le plus souvent passés selon la formule du SAD. Super, merci beaucoup donc pour cette première partie. Nous continuons à explorer ces achats récurrents avec un chapitre consacré à l'accord cadre et les principales questions que l'on peut se poser à son sujet, avec d'abord Céline Dopsy qui va nous répondre à cette interrogation que vous posez tous les matins quand vous réveillez, vous qui êtes des spécialistes. Est-ce que l'accord cadre peut être mono-attributaire ou multi-attributaire? Quels sont les scénarios, chère Madame Dopsy? Oui, effectivement, c'est une grande question pour moi. Tous les jours, vais-je passer des accords mono-attributaires ou multi-attributaires, qu'ils soient à bon de commande ou à marché subséquent? Donc là aussi, il s'agit d'un choix discrétionnaire de l'acheteur et qui relève là aussi de sa stratégie achat et des objectifs prioritaires qu'il entend satisfaire. Pour reprendre souvent les exemples que l'on entend souvent, est-ce qu'on fait de la multi-attribution dès lors qu'on veut sécuriser les approvisionnements, par exemple? C'est une question qui s'est posée de manière encore plus prégnante pendant la crise sanitaire, cette impression que finalement la multi-attribution serait la solution pour sécuriser les approvisionnements. Attention, est-ce véritablement le seul outil approprié pour satisfaire l'approvisionnement? Mono-attributaire ou multi-attributaire, en tout cas une centrale d'achat doit se poser la question de savoir est-ce qu'elle entend fixer comme objectif prioritaire l'homogénéité des prix et des prestations pour ses adhérents. Si oui, eh bien, ce sera de l'accord cadre mono-attributaire, puisque pour l'ensemble de ses adhérents, le choix est fait d'avoir un seul produit, un seul prix, puisque c'est bien l'objectif d'une mutualisation que l'on attend d'une centrale d'achat. Ou bien, au contraire, c'est finalement l'objectif prioritaire, c'est de fournir aux adhérents un panel de fournisseurs le plus large possible, ou alors c'est de favoriser l'accès des PME, par exemple. Donc là, on est vraiment sur de la stratégie achat. Comment répondre aux besoins de ces adhérents et en fonction de la nature de la prestation, eh bien, le choix de mono ou multi-attributaire sera différent. Maintenant, sur la mise en œuvre, l'accord cadre à bon de commande mono-attributaire s'exécute donc par le biais de l'émission de bons de commande qui sont émis par le pouvoir adjudicateur. Alors pour une centrale d'achat, c'est par ses adhérents. Ils sont émis auprès du seul titulaire du marché, sauf clause contraire dans l'accord cadre, qui a déjà été évoqué tout à l'heure. Sauf clause contraire, donc le titulaire de l'accord cadre, il bénéficie de ce qu'on appelle une exclusivité sur les commandes qui sont passées par le pouvoir adjudicateur pour la durée et le périmètre de l'accord cadre. Donc le titulaire d'un accord cadre mono-attributaire, sur son périmètre, sur le périmètre du marché défini dans le dossier de consultation, eh bien, il peut se prévaloir d'un droit d'exclusivité des commandes, sauf, encore une fois, clause contraire dans le DCO. L'accord cadre à bon de commande multi-attributaire s'exécute lui aussi par le biais de l'émission de bons de commande qui sont émis par le pouvoir adjudicateur et donc par les adhérents pour une centrale d'achat, dans le système de rotation qui est prévu dans l'accord cadre. On verra ensuite les différents systèmes de rotation qui existent. Pourquoi un système de rotation? Parce que c'est une disposition que rappelle très fermement le Code de la commande publique. Accord cadre multi-attributaire à bon de commande ne signifie pas remise en concurrence des titulaires. C'est simplement un système de rotation. On retient je prends l'exemple de 3 titulaires. Ces titulaires se verront notifier des bons de commande selon le système de répartition prévu dans le cahier des charges. En aucun cas, la multi-attribution signifie remise en concurrence préalable des titulaires. C'est un point important parce que c'est ce qui différencie l'accord cadre à bon de commande de l'accord cadre à marché subséquent. Alors, l'accord cadre à marché subséquent mono-attributaire, on oublie souvent qu'il y a aussi des accords cadres à marché subséquent mono-attributaires.
Il consiste pour le pouvoir adjudicateur à solliciter le titulaire pour chaque prestation objet du marché pour que le titulaire ajuste son offre au besoin tel qu'il est exprimé à un instant T par le pouvoir adjudicateur. Alors, tant l'offre du titulaire que le besoin exprimé par le pouvoir adjudicateur doivent l'être dans le respect de l'accord cadre et de l'offre remise dans le cadre de l'accord cadre. Mais voilà, c'est typiquement la technique qui permet d'ajuster un petit peu le besoin et l'offre au regard de la prestation. Tout à l'heure a été évoqué l'exemple des marchés de prestations juridiques. On peut tout à fait imaginer un accord cadre à marché subséquent mono-attributaire pour un marché de prestations juridiques. Le marché subséquent, il aura pour objet, pour le pouvoir adjudicateur, de venir préciser quel est l'objet du contentieux ou quel est l'objet de la consultation que l'on attend. Et le cabinet d'avocats qui aura été présélectionné au stade de l'accord cadre viendra un petit peu préciser les modalités selon lesquelles il entend intervenir pour cette prestation particulière. Et puis l'accord cadre à marché subséquent multi-attributaire consiste, lui, classiquement pour le pouvoir adjudicateur, à remettre les titulaires de l'accord cadre présélectionnés en concurrence pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères multi-subséquents qui auront été bien définis en amont au stade de l'accord cadre. Attention, alors, deux choses. Le classement des titulaires de l'accord cadre ne préjuge pas du classement des titulaires au stade du marché subséquent. Deuxième précision importante, le marché subséquent ne doit pas avoir pour objet de rejuger les critères de l'accord cadre. Donc, c'est un équilibre un petit peu délicat à respecter entre les critères de l'accord cadre qui permettent de présélectionner les titulaires et puis les critères du marché subséquent qui doivent uniquement avoir pour objet de choisir le meilleur titulaire pour la prestation spécifique du marché subséquent. Merci pour ces précisions, Kevin Picabès. Donc, clairement, la balle est dans le camp de l'acheteur, en l'occurrence. C'est exactement ça. C'est moins mon sujet que celui des acheteurs qui à la DAE, passent les marchés. Nous, au service juridique, on est vraiment neutre sur cette question-là. C'est l'acheteur qui choisit en fonction des besoins en fonction des besoins des bénéficiaires, en fonction du risque qu'il y ait un défaut d'approvisionnement, que le titulaire soit en capacité de vraiment répondre à toutes les commandes. Cela a été dit pendant la crise sanitaire, par exemple pour les masques, on a passé énormément de marchés pour les masques. C'est impossible qu'un seul titulaire réponde à tout le besoin. Le risque également qu'en cours de procédure, enfin en cours d'exécution de l'accord cadre, plutôt un titulaire fasse faillite et on se retrouve sans contrat avec un marché mono-attributaire. Bref, toute la question, elle est moins juridique qu'acheteuse, elle est plus sur la stratégie, sur le point de savoir si est-ce qu'un titulaire n'aura pas de difficulté pendant l'exécution du marché. Est-ce que si on a un seul titulaire, il va remettre l'offre économiquement et techniquement la plus avantageuse en une seule fois? C'est vraiment une question qui relève de l'acheteur et qui, pour le juriste, est relativement neutre. Parfait. On passe aux différentes méthodes de choix du prestataire à chaque bon de commande que vous allez de nouveau nous détailler, Céline Dobsig. Oui, alors, l'émission des bons de commande, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ne devant pas faire l'objet d'une remise en concurrence des différents titulaires de l'accord cadre, l'accord cadre doit définir le système de rotation des bons de commande dans un accord cadre multi-attributaire. Pour reprendre les termes de la DAJ, il est important que ce système de rotation repose sur des modalités de répartition objectives, transparentes, non discriminatoires, et in fine, ce système de rotation ne doit pas permettre au pouvoir adjudicateur d'avoir un pouvoir discrétionnaire sur le choix du titulaire. Donc, il faut vraiment choisir un système de rotation très objectif et adapté à la nature de la prestation. Alors, selon l'objet du marché et la nature des prestations ou la stratégie achat, il pourra s'agir d'un système de rotation dit en cascade. Qu'est-ce qu'on appelle un système de rotation dit en cascade? Eh bien, cela consiste
à passer les bons de commande d'abord auprès du premier titulaire de l'accord cadre, puis en cas de défaillance ou de non-réponse dans un délai, ou en tout cas en cas d'événement prévu dans l'accord cadre, on passe au deuxième titulaire, etc. Il peut également s'agir d'un système par roulement. Là encore, selon la nature des prestations, ou notamment pour des prestations qui nécessitent des commandes au quotidien ou à la semaine, on peut imaginer un système de répartition selon les jours de la semaine ou les semaines du mois ou les périodes de l'année. Enfin, pour une centrale d'achat, on peut aussi imaginer des systèmes de répartition selon des spécificités objectives des adhérents, les tailles des adhérents par exemple, ou toute autre spécificité. Parfait. Et qui commente? Alors attendez, vous m'avez pris de court. Oui, donc moi, c'est Marie Bouchon, bien entendu, voilà, qui va commenter, qui va réagir à votre exposé. Oui, je pense que c'est important de réagir, notamment en tant qu'avocat, puisqu'on voit souvent que nos clients font bien attention à la mise en concurrence au stade de la passation du marché et de l'accord cadre. Mais au stade de la passation et de l'exécution plutôt de leurs accords cadres à bon de commande, ils se posent un petit peu moins la question de respecter un petit peu quand même ces règles d'égalité de traitement et ils peuvent être vite tentés, notamment quand ils se rendent compte qu'ils ont un prestataire qui préfère, de lui donner un petit peu et de passer tous ses besoins auprès de lui. Et c'est vraiment une tentation à laquelle il faut faire attention et ne pas céder parce qu'il faut effectivement, même si on est au stade de l'exécution, il faut penser à avoir toujours le principe d'égalité de traitement en tête et à veiller à trouver une méthode qui permet de solliciter tous les prestataires de manière plus ou moins égale. Ça, c'est vraiment très important. Et même si normalement, on ne doit pas se servir de l'exécution et de l'émission des bons de commande pour mettre de côté un prestataire qu'on n'apprécierait pas. Si vraiment on a des difficultés avec un prestataire, il faut envisager plutôt de lui mettre des sanctions, voire de résilier son marché, mais on ne l'écarte pas discrètement en arrêtant de lui envoyer des bons de commande. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il faut toujours penser qu'un prestataire qui répond à un accord cadre et qui finalement n'est jamais sollicité ou très peu, il est vraiment très déçu parce qu'il va se dire, bah, quand même, répondre et faire une offset du travail. Donc, si finalement il n'est jamais sollicité, c'est quelque chose qui peut être très décevant pour un prestataire et qui peut restreindre vos futures réponses quand vous allez relancer votre marché. Très bien. Kevin Picabès, à vous de voir comment éviter les principales difficultés qui peuvent survenir, dont les fameuses ententes entre attributaires. Je vous laisse donc le soin de nous exposer ce point précis. Alors, c'est assez difficile de faire le choix des difficultés parce qu'en vérité, il y en a pléthore. Et donc, j'ai choisi de vous en exposer, avant de venir sur les ententes, d'en exposer deux qui sont récurrentes chez nous, mais je ne pense pas que ce soit que chez nous. La première, c'est la durée d'exécution des accords cadres. 4 ans, on nous dit souvent que c'est trop peu, alors que c'est la règle de principe. Sauf que le code offre la possibilité d'y échapper, et là je vais le citer et le lire, dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure. Moi, ce que je remarque, c'est que très souvent, les acheteurs retiennent la dernière partie de ces phrases, c'est-à-dire qu'ils recherchent où est l'investissement à amortir. En réalité, le code, il va plus loin. Déjà, il ne liste pas de manière limitative les raisons pour lesquelles on pourrait aller au-delà des 4 ans. Et il nous dit une raison dûment justifiée. En vérité, ce que le juge va rechercher, même si les quelques jurisprudences qu'on trouve sur la question sont plutôt sévères, mais c'est qu'il n'y a pas de raison limitative ni d'obligation d'amortissement. Il faut une raison cohérente, valable, qui explique de manière objective pourquoi est-ce qu'on veut aller au-delà des 5 ans. On a une jurisprudence en 2013 de mémoire, c'est plus que de mémoire parce qu'on l'utilise très souvent, par laquelle le Conseil d'État a dit que pour intégrer un certain nombre d'opérateurs économiques, de bénéficiaires dans l'accord cadre, on pouvait aller pour un premier accord cadre à 5 ans en vue de mutualiser et puis ensuite repasser sur 4 ans. C'est très intéressant parce qu'on voit que le Conseil d'État, il recherche une raison valable. Il n'est pas en train de rechercher une raison juridique préfixée.
Donc, notre conseil, nous, c'est ne pas se dire qu'on est limité tout le temps à 4 ans. Et si on a une vraie raison, il faut y aller parce qu'on sera capable de la justifier. La deuxième difficulté qu'on voulait évoquer, c'est le caractère fermé des accords cadres, qui souvent est remis en cause, que ce soit pour le caractère fermé vis-à-vis des bénéficiaires ou vis-à-vis des fournisseurs. Vis-à-vis des bénéficiaires, c'est fermé certes, mais la réglementation permet, et d'ailleurs la jurisprudence permet d'intégrer des bénéficiaires au fur et à mesure de la vie de l'accord cadre. Alors, ça demande évidemment un énorme travail de l'acheteur en phase de sourcing, parce qu'il va devoir savoir aller rechercher quels sont les bénéficiaires qui vont pouvoir au fur et à mesure intégrer l'accord cadre, mais ce n'est pas fermé, c'est-à-dire les bénéficiaires qui sont vraiment titulaires de l'accord cadre dès l'origine peuvent évoluer sous cette réserve, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir prévu dès le début. La deuxième, c'est vis-à-vis du titulaire, et ça, tout à l'heure, on en a parlé, c'est beaucoup plus fermé, mais on peut toujours déroger à la clause d'exclusivité, avec les difficultés que cela peut emporter vis-à-vis de la qualité de l'offre qui vous sera remise, parce qu'on a un risque de ne pas avoir toutes les commandes, mais toujours est-il que c'est possible. Enfin, la dernière difficulté, c'est celle qui était finalement un peu imposée, c'est l'entente, c'est-à-dire le risque que les opérateurs économiques titulaires de l'accord cadre se mettent d'accord entre eux, en gros, pour se répartir le marché, soit en participant pas, soit en remettant des offres de moindre qualité, soit en se mettant d'accord sur les prix. Alors, d'abord, la première remarque que je voulais faire, c'est que cette difficulté-là, elle n'existe finalement que dans les accords cadres à marché subséquent. Parce que dans les accords cadres à bon de commande, la règle d'attribution des bons de commande étant préfixée, on n'a pas cette difficulté. La seconde remarque que je voulais faire, c'est que c'est un vice particulièrement grave s'il est découvert, ce qui est malheureusement rarement le cas, j'ai trouvé une jurisprudence assez récente du tribunal administratif de Lyon 2015, où on a eu non seulement l'annulation de la procédure, mais également l'acheteur a engagé la responsabilité des opérateurs économiques coupables de cette faute. Alors maintenant, est-ce qu'on a des solutions pour parer ces ententes? Bon, c'est assez compliqué parce que déjà, il faut déjà la découvrir, ce qui est assez difficile, mais pour l'anticiper, nous, on essaie d'obliger les opérateurs économiques titulaires de nos accords cadres à répondre aux procédures. Parce que quand ils ont l'obligation de répondre, ils ont besoin de remettre une offre. Et s'ils ont besoin de remettre une offre, si elle se ressemble trop, ça met quand même sur la piste d'une entente. Ensuite, veiller à ce qu'on ne contracte pas avec des entreprises qui soient, on contracte avec des entreprises qui soient réellement indépendantes les unes des autres. On a par exemple de la jurisprudence très récente du Conseil d'État nous montrant qu'on peut écarter des entreprises qui soient deux filiales considérées comme étant un seul et même soumissionnaire. On peut également favoriser la négociation lorsque c'est possible. Alors, en accord cadre, ce ne sera possible que lorsque l'accord cadre lui-même aura été passé sur une procédure permettant la négociation, mais disons en discutant, en échangeant de manière orale avec les candidats, on les oriente sur une offre un peu différente, et donc on essaye, autant que faire se peut, d'avoir des offres différentes. Et enfin, il ne faut vraiment pas hésiter à engager la responsabilité des opérateurs économiques lorsqu'une entente est mise en exergue, parce qu'il faut vraiment sanctionner ces candidats le plus durement possible, dès que c'est possible, au moins pour envoyer un signal fort que les acheteurs publics là-dessus ne sont pas passifs. Voilà. Merci, M. Picabès. Céline Dopsic, est-ce que vous souhaitez commenter le propos de votre confrère? Oui, enfin très brièvement, je souscris complètement aux propos de Kevin Picabès. Alors effectivement, j'ajouterais que dans les accords cadres à marché subséquent, nous prévoyons parfois des clauses des pénalités pour les titulaires de l'accord cadre qui ne répondraient pas à un marché subséquent, voire même la résiliation de l'accord cadre au-delà d'un certain nombre de non-réponses. Et puis pour les accords cadres à bon de commande, effectivement, pour lutter contre les ententes, tout repose encore une fois sur l'importance d'un système de rotation très objectif. C'est à cet égard fondamental, et un système de rotation qui reflète en tout état de cause le classement des titulaires de l'accord cadre. C'est-à-dire que le système de rotation doit garantir
l'un dans l'autre, au meilleur titulaire, au meilleur candidat classé lors de l'accord cadre, un volume ou un montant de commande le plus important. Donc tout repose véritablement sur le système de rotation tel qu'il aura été déterminé au moment de l'accord cadre. Merci beaucoup. Marie Gouchon, sur la question des plafonds, voire des minima, visiblement, un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021, dont vous allez nous parler, redistribue peut-être un peu les cartes. Oui, c'est effectivement le sujet qui intéresse en ce moment tous les acheteurs et tous les avocats et sur lequel beaucoup de choses ont été dites et sur lesquelles on n'est pas encore totalement fixé, donc c'est intéressant d'en parler. Effectivement, il y a un récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021, Simonsen and Will, dans lequel la CJUE, interprétant les directives européennes et se fondant sur l'obligation de définition précise des besoins, l'idée étant, selon la CJUE, que les candidats doivent connaître les besoins de l'acheteur. Elle en a déduit du coup une obligation générale pour les accords cadres, aussi bien à bon de commande qu'à marché subséquent, de prévoir un maximum en valeur ou en quantité. Rapidement, je me permets de citer juste une partie de cet arrêt qui est très long, mais du coup, la CJUE nous dit que l'avis de marché doit indiquer la quantité et ou la valeur estimée, ainsi qu'une quantité ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord cadre, et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, le dit accord cadre aura épuisé ses effets. La difficulté, c'est pas, là, la véritable difficulté auquel on a été confronté en droit français, et notamment les acheteurs français, c'est que cette jurisprudence, elle était en totale contradiction avec la législation française, puisque l'article R2162-4 du Code de la commande publique, alors applicable et qui est encore applicable pour un petit peu de temps, permet normalement que les accords cadres soient conclus sans minimum et sans maximum. Alors sur la question du minimum, pour l'instant, pas de difficulté, mais du coup, la jurisprudence, la législation française est en contradiction puisque normalement, on avait le droit de passer des accords cadres sans maximum, ce qui n'est plus conforme du coup à cette nouvelle jurisprudence européenne. Donc forcément, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu également une réaction du législateur français, puisqu'on a un décret qui a été adopté, le décret 2021-1111 du 23 août 2021, qui est venu modifier avec effet différé au 1er janvier 2022 le Code de la commande publique pour supprimer la possibilité de conclure un accord cadre sans maximum, l'idée étant de mettre en conformité le droit français avec le droit européen. Certes, en droit français, on a prévu un effet différé au 1er janvier 2022. Toutefois, dans les faits, les juristes le savent très bien, le droit européen est d'application immédiate. On a beau prévoir cet effet différé, il est d'application immédiate et surtout, il prime sur le droit français. Donc, normalement, on devrait appliquer ces dispositions, cette jurisprudence européenne dès à présent, depuis qu'elle est sortie. Et c'est pour ça que de nombreux requérants se sont engouffrés dans la brèche et notamment dans le cadre de référés précontractuels, ont commencé à contester des accords cadres au motif que ces derniers ne contenaient pas de montant maximum. On a déjà eu plusieurs jurisprudences de la part de juges administratifs, pour l'instant seulement de tribunaux administratifs, et on a notamment le TA de Lille dans une ordonnance du 27 août 2021, ou encore le tribunal administratif de Bordeaux dans une ordonnance du 23 août 2021, qui sont venus censurer des accords cadres au motif qu'aucun plafond n'avait été prévu. Alors, je pense qu'il ne faut pas encore totalement s'inquiéter pour les acheteurs, puisque la jurisprudence n'est pas encore fixe là-dessus. Effectivement, la jurisprudence est partagée, puisqu'on a d'autres tribunaux administratifs qui ont adopté une position contraire et qui, eux, au contraire, n'ont pas censuré des accords cadres ne comportant pas de maximum, au motif qu'un tel argument ne lésait pas forcément le requérant, puisqu'il y a toujours cette condition en référé précontractuel qu'il faut prouver un manquement, mais également que ce manquement a lésé le requérant. Dans ces jurisprudences, et notamment une qui a été obtenue par notre cabinet devant le tribunal administratif de Paris le 9 août 2021, le juge s'est attaché à regarder notamment si dans les documents du marché, on avait quand même donné des indications en termes de quantité, ce qui était le cas notamment dans cette affaire devant le tribunal administratif de Paris, puisque l'acheteur avait quand même pris le soin, certes n'avait pas fixé de maximum, mais il avait pris le soin de donner un ordre
un ordre assez précis de grandeur concernant les quantités, ce qui permettait, ce qu'a estimé le juge, au candidat d'avoir une idée de l'achat qui allait être passé. Bon, là-dessus, il sera quand même tout à fait intéressant d'attendre la position du Conseil d'État qui doit normalement se prononcer sur la question et voir s'il penchera plutôt en fonction du tribunal administratif de Lille et Bordeaux qui sont plus sévères, ou au contraire, il estimera que l'argument de la lésion conduit à ne pas forcément censurer tous les accords cadres qui auraient été passés sans montant maximum. Toutefois, la prudence est de mise en la matière et on conseille forcément à tous nos clients et à tous les acheteurs de manière plus générale de prévoir sans attendre le 1er janvier 2022 un maximum dans les accords cadres qu'ils lancent actuellement. De toute façon, il va falloir s'y faire puisque ça va bientôt être la règle dans le code de la commande publique. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment fixer ce maximum. L'idée, c'est d'essayer de faire une estimation assez réaliste, mais bien évidemment de prévoir un montant maximum supérieur à cette estimation pour garder un petit peu de marge, puisque la jurisprudence européenne est claire. Dès que le maximum est atteint, l'accord cadre est achevé. Il se termine immédiatement, donc il faut faire attention puisque ça peut vouloir dire, si on ne fait pas attention au maximum qu'on a fixé, du jour au lendemain, de se retrouver avec un marché achevé sans avoir eu le temps de pouvoir en passer un nouveau. Donc nous, le conseil qu'on peut faire, c'est de faire une estimation réaliste et de rajouter par exemple 30% par rapport à l'estimation pour garder suffisamment de marge. Alors, plus rapidement sur la question du minimum, je vous disais, pour l'instant, on n'a pas d'obligation de fixer un minimum ni dans la réglementation, ni dans la jurisprudence européenne. Et je pense que là-dessus, il est moins probable que le juge un jour vienne se prononcer, puisque là-dessus, c'est moins important, je pense, pour les candidats de savoir quel est le minimum ou pas. Mais ça peut tout de même avoir un intérêt, puisqu'un minimum peut attirer davantage de candidats et les rassurer. Je vous parlais tout à l'heure du cas des accords cadres où parfois les titulaires se retrouvent sans avoir jamais de commande. Pour eux, c'est un petit peu décevant et c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Alors que s'il y a un minimum, ils savent qu'ils pourront prétendre à avoir ce minimum, puisque juridiquement, le Conseil d'État, notamment par un arrêt de 2018 société du docteur Jacques Franc, le Conseil d'État a jugé qu'effectivement l'acheteur public est contractuellement tenu par ce montant minimum, même s'il n'est pas atteint. Bien évidemment, l'indemnisation ne s'élève pas au minimum puisque l'acheteur, enfin les co-contractants qui n'auront pas eu ce minimum pourront prétendre à une indemnité qui correspondra à la différence entre le montant minimum et le montant des prestations réalisées, mais ça ne sera alors que la marge bénéficiaire qu'ils n'auraient pas eu sur cette différence. Ça, c'est un autre arrêt du Conseil d'État de 91, Ville-Tantibes. Donc voilà un petit peu pour la situation actuellement sur le maximum, là où c'est encore très incertain, et sur le minimum, où là pour l'instant les choses sont plus simples. Merci Marie Bouchon pour Evangelia Karamitrou. Ce maximum, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, je vais relativiser tout ça. C'est pour donner un peu d'espoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats dernièrement. C'est les sujets brûlants d'actualité depuis cet été sur cette histoire d'un montant maximum qui doit être fixé dans l'accord cadre avec la nouvelle jurisprudence de la CJUE. Donc, c'est une mesure, je comprends très bien, très contraignante pour les acheteurs qui croyaient être tout à fait libres par rapport à ce pourcentage-là. Les centrales d'achat, notamment, je pense qu'elles vont être beaucoup plus embêtées parce que, effectivement, on doit recenser au préalable, on doit imaginer au préalable les besoins de leurs adhérents pour qu'ils puissent, qu'elles puissent effectivement passer ces accords cadres. Donc, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle, c'est une mesure quand même contraignante et je comprends le problème des acheteurs là-dessus, mais je voulais quand même donner une lueur d'espoir quand même dans tout ceci en disant que il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés et j'ai essayé de les chercher un peu pour voir quels peuvent être ces bons côtés. Donc, cette obligation va permettre, je pense, de sécuriser davantage les avenants qui sont passés en cours d'exécution des accords cadres. En fait, actuellement, pour les accords cadres sans maximum, l'absence de ce maximum pose un problème, selon nous, pour identifier quel est le montant initial du marché
notamment dans l'hypothèse des modifications de faibles montants. Bien que certaines solutions sont souvent retenues par les acheteurs, à savoir c'est basé sur la valeur estimée du marché qui figure de toute façon, quoi qu'il arrive, dans l'avis de publicité, ou à défaut aussi sur le volume de commandes ayant déjà eu lieu au moment de la conclusion de l'avenant. Ces solutions-là ne nous semblent pas totalement sécurisées à nous, et donc on est vachement embêtés quand nos clients font appel à nous pour savoir si l'avenant qu'ils comptent passer est sécurisé ou pas. Donc, on invite à la prudence et on les invite à prendre plutôt en considération ce montant-là, mais ces solutions-là n'ont pas été validées par les juges administratifs. Mais désormais, ça sera possible effectivement de s'appuyer sur ce montant maximum qui figurera a priori dans l'ensemble des accords cadres. En tout cas, c'est ce qu'on conseille aux acheteurs dès aujourd'hui. Kevin Pigabès, est-ce que vous partagez ce petit optimisme, on va dire, ce petit souffle optimiste d'Evangelia Karamitru? Je le partage parce qu'on a toujours du mal à savoir comment calculer le pourcentage d'évolution du montant du marché que représente un avenant. Pour autant, on remarquera quand même qu'en termes contentieux, il y a quand même peu de contentieux relatifs aux avenants, ce qui tempère un petit peu l'optimisme. Parce que nous, en tant qu'acheteurs, on a quand même une règle qui est contraignante à la fois lors de la passation, puisqu'il va falloir fixer ce montant, mais à la fois lors de l'exécution, puisque si jamais ce montant est atteint, l'accord cadre tombe. Alors, moi, j'ai lu ici ou là certains de vos confrères qui proposent des clauses de réexamen. Honnêtement, je suis sceptique. Vu l'importance de la clause, vu l'importance plutôt de l'information, je me dis que si on y touche par une clause de réexamen, on touche probablement à la nature globale du contrat, puisqu'on sait que la nature globale du contrat, c'est en vérité peu ou prou ce qu'on avait avant, c'est-à-dire la substantialité de la modification qui est apportée au contrat. En plus, il faudra que la clause soit claire, précise et non équivoque, ce qui nécessiterait de bien fixer quand est-ce que ce montant peut être modifié, ce qui est quand même assez difficile, parce que s'il est atteint, le contrat tombe. Donc, il faudrait qu'il soit modifié avant, selon les règles qui seraient préfixées. C'est quand même assez compliqué. Deuxième remarque, pour les acheteurs, pour l'acheteur seul, c'est déjà relativement compliqué de fixer son montant maximum. Mais alors, j'imagine que c'est encore plus difficile dans le cadre d'un groupement de commandes, qui est la DAE, c'est faisable. Mais alors, dans le cadre d'une centrale d'achat, selon les modalités tout à l'heure évoquées par Céline Doxdic, de la manière dont fonctionnent les centrales d'achat, honnêtement, c'est quasiment impossible. Et moi, je me demande si ça ne remet pas largement en cause le business model de ces centrales d'achat. Comment elles vont faire lorsqu'elles ne savent pas qui va commander sur leur support contractuel pour fixer un montant maximum? C'est vraiment très compliqué. Finalement, le travail n'est pas impossible pour l'acheteur, mais c'est un travail très précis, minutieux, de sourcing, de savoir quel est le besoin, de le fixer, d'essayer d'évaluer un montant maximum qui ne soit pas pharaonique, parce que ça a été relevé aussi par nombre de vos confrères, le contentieux va se déplacer. Une fois que tous les acheteurs auront mis leur montant maximum, on va contester le montant maximum en allant dire qu'il est trop élevé, qu'il ne correspond pas à la réalité, qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation. On ne sait pas encore quel sera le degré de contrôle du juge qui sera dessus, mais probablement un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation. Mais disons que le contentieux risque de se déplacer. Et finalement, pour la DAE, mais je pense que c'est pour tous les organes de mutualisation, l'acheteur, enfin le bénéficiaire qui vient un peu pour se dire qu'il a un support contractuel sur tel ou tel sujet sans avoir fixé son montant, un peu en se disant que peut-être hypothétiquement il va l'utiliser un jour ou l'autre, à mon avis ça a vécu. Et il va falloir que chacun des bénéficiaires qui vont venir sur les outils mutualisés sache pourquoi, pour combien, l'indique au coordonnateur, et s'il ne peut pas le faire, il risque d'en être exclu. Et c'est quand même assez dommage. Voilà. Donc, je partage le brin d'optimisme, mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients à cette nouvelle règle qui, en termes achat, a du mal à s'expliquer quand même. Ok, donc optimisme modéré en quelque sorte, mesuré dans un contexte effectivement un peu d'attentisme. C'est quoi la vraie durée d'un contrat finalement, Evangelia Karamitru? Alors, ces questions de durée, nous les juristes nous préoccupent effectivement tous les jours, je dirais. On se réveille avec cette question-là. Décidément. Alors, on le sait depuis toujours qu'en commande publique, on ne peut pas être marié avec quelqu'un, un acheteur ne peut pas être marié avec un prestataire pendant très longtemps.
Il y a divorce obligatoire. Alors, l'article L5 du Code de la commande publique prévoit que les contrats sont conclus pour une durée limitée. Toutefois, au-delà de ces principes applicables à l'ensemble des marchés, l'article L2125-1 du Code de la commande publique également limite la durée des accords cadres passés par les pouvoirs adjudicataires et les entités adjudicatrices. Kevin en a parlé brièvement un petit peu tout à l'heure. Les pouvoirs adjudicataires, en principe, la durée des accords cadres est limitée à 4 ans. Pour les entités adjudicatrices, ce même article précise que la durée maximum est en principe de 8 ans, en principe. Cependant, il existe des cas exceptionnels. Comme je disais, Kevin en a touché un mot tout à l'heure, l'accord cadre peut être passé pour une durée supérieure à la condition de pouvoir dûment justifier cette durée supérieure, l'acheteur, et de se trouver dans l'une des hypothèses prévues par le Code de la commande publique. L'article L2125-1 du Code de la commande publique précise à ce titre que l'accord cadre peut être passé pour une durée supérieure en raison de son objet ou du fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure. Donc, effectivement, Kevin disait, on prend toujours cette dernière phrase et on oublie de dire qu'il y a d'autres raisons. Par exemple, il faut que ça soit dûment justifié. Sur ça, je suis d'accord avec lui. Je voudrais quand même inviter les acheteurs à la prudence parce que l'inconnu, la grande inconnue qu'on peut avoir là-dessus, c'est qu'est-ce que c'est qu'une raison dûment justifiée? Et est-ce que le juge va accepter notre raison dûment justifiée? Voilà. Donc, soyons prudents là-dessus. Moi, je suis de nature extrêmement prudente. Donc, avant de vouloir en fait effectivement dépasser certains seuils, enfin en tout cas ces durées qui sont bien définies par les codes, soyons extrêmement prudents sur les raisons qui nous les font dépasser. Donc, les pouvoirs adjudicataires et les entités adjudicatrices doivent indiquer quelle est la justification du dépassement dans l'avis d'appel public à la concurrence publié au journal officiel. De plus, il est nécessaire de faire figurer cette justification dans les pièces du contrat. Par ailleurs, on a l'article R2184-1 à R2184-6 du Code de la commande publique qui impose aux acheteurs surtout que la justification soit portée dans le rapport de présentation lorsque ce rapport effectivement est obligatoire. Alors, le texte ne prévoit pas, à contrario, expressément une telle obligation pour les autorités adjudicatrices. Cependant, à défaut d'inscription de justification dans le rapport de présentation, il est nécessaire quand même de conserver un document qui permet de retracer cette justification. Alors, cette durée est une durée maximum, c'est un plafond. Comme je disais tout à l'heure, 4 ans, 8 ans. Ce point amène deux remarques. Il est possible de prévoir une durée plus courte, bien sûr, pour les acheteurs, ça, c'est pas du tout interdit. Et dans l'hypothèse où le montant maximum est à temps, avant la fin de la durée de l'accord, l'accord cadre prend fin de plein droit. En outre, le Code de la commande publique prévoit, concernant les marchés subséquents et les bons de commande, plusieurs points. Ceux-ci ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord cadre. Ça, c'est très important. Et que leur durée d'exécution doit être fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord cadre. Aussi, que l'acheteur ne peut fixer une durée telle que l'exécution de marchés subséquents, et c'est très important, et des bons de commande se prolongent au-delà de la date limite de validité de l'accord cadre dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique. C'est-à-dire que la question que nous, on a souvent en tant que conseil des collectivités, c'est de savoir jusqu'à quel moment je peux éditer un bon de commande et jusqu'à quel moment ce bon de commande peut être exécuté. Est-ce que ça peut être au-delà de la durée de validité de l'accord cadre? Donc, il est envisageable pour les acheteurs de prévoir une durée d'exécution qui dépasse la limite de validité du marché, mais à une double condition. Que les marchés subséquents ou le bon de commande soient fixés conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations objets du marché et que la durée fixée au-delà des validités, de la date de validité du marché soit raisonnable pour ne pas méconnaître effectivement ce grand principe de remise en concurrence périodique de contrats publics des acheteurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette durée raisonnable? C'est là tous les débats. Une telle hypothèse, donc, peut notamment permettre d'assurer la continuité d'un approvisionnement durant le temps d'achèvement de la procédure de passation du marché effectivement suivant. Donc, il faut utiliser cette
terme raisonnable, de manière prudente et n'est pas effectuer des abus. Hein. Donc, pour éviter donc justement les abus, il est nécessaire de limiter la prolongation au temps strictement nécessaire pour la réalisation des prestations attendues, et donc il est nécessaire que celui-ci ne soit pas au global supérieur au délai d'exécution habituel. C'est-à-dire, on édite des bons de commande tout au long de l'accord cadre, il ne faut pas que les derniers soient, hein, on donne un délai d'exécution supérieur à ce qu'on avait fait tout au long de cet accord cadre. Bon, en tout état de cause, il est nécessaire de faire une évaluation au cas par cas avant d'envisager l'émission d'un bon de commande ou la conclusion d'un marché subséquent qui dépasse la durée de validité de l'accord cadre. Et cela s'apprécie effectivement en fonction de l'objet et des caractéristiques de la prestation. Mais un mot, un conseil, c'est la prudence. Prudence, puisque donc cette durée limitée diffère donc en fonction de l'acheteur. C'est ce que nos auditeurs avisés ont bien compris. On ferme la parenthèse donc accord cadre et on passe au SAD, et Kevin Picabès est là pour nous convaincre des nombreux avantages de ce système. Alors là, sur cette partie, on va commencer par les avantages avant de venir évidemment aux inconvénients. Et à chaque fois qu'on regarde les avantages ou inconvénients d'une solution, c'est forcément par comparaison à une autre. Et s'il y a comparaison, c'est nécessairement avec l'accord cadre. Cette comparaison, en plus, comme je l'ai dit précédemment, ne tient que pour les achats d'usage courant. Donc, pour tous les achats qui ne sont pas d'usage courant, tel qu'on l'a défini plus tôt, là, il n'y a pas match et il faudra retenir l'accord cadre. Alors, quels sont les avantages du SAD par rapport à l'accord cadre? Essentiellement, c'est sa souplesse juridique en réalité. La Constitution, on en a déjà parlé, hein, on a déjà énoncé la plupart de ces avantages, mais la constitution d'un vivier d'entreprises mouvant, c'est-à-dire que les entreprises qui appartiennent au SAD peuvent évoluer tout au long de la vie du SAD, soit en y entrant parce qu'elles demandent à entrer dans le SAD, soit en sortie. Il n'y a pas de base contractuelle lorsqu'on lance le SAD, c'est-à-dire que l'acheteur, lui, il lance son SAD, l'objet de son SAD, quelques informations et hop, il va constituer rapidement son vivier, alors que pour un accord cadre, il va falloir qu'il ait préfixé les clauses, ce qui est quand même bien plus long à faire. Finalement, les marchés spécifiques, c'est qu'à ce moment-là que chacun des bénéficiaires, ou alors l'acheteur s'il est seul, va énoncer la réalité de son besoin et lancer et mettre en concurrence les opérateurs économiques membres du SAD. Ensuite, on a déjà dit également, il n'y a pas de limitation de durée, alors que c'est pour l'accord cadre 4 ans sous les réserves qu'on a évoquées plus tôt. L'adaptabilité plus grande aux besoins, car pas de socle technique préalable, ce qui évidemment représente un gain de temps. Contrairement à l'accord cadre, on n'a pas la difficulté pour le moment du maximum à fixer, parce que par définition, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas de risque juridique qu'on rencontre et qu'on a évoqué tout à l'heure longuement sur le montant maximum des accords cadres. Et enfin, on a une passation qui est quand même relativement simple des marchés spécifiques parce qu'on va pouvoir adapter les critères au cas par cas et puis ne remettre en concurrence que les membres du marché, du SAD, comme c'est le cas dans un accord cadre. Finalement, on profite avec ce SAD pour les achats d'usage courant des avantages, d'avantages spécifiques, et puis on n'est pas contraint par les mêmes choses que les mêmes inconvénients que pour l'accord cadre. Finalement, au regard de ces avantages, on constate qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui l'utilisent. Alors, c'est encore marginal, mais c'est le cas. Et surtout des gros acheteurs. L'UGAP, par exemple, le RESA, pour ne citer que ces deux gros, et puis la DAE, qui l'utilise quand même de plus en plus, même si on reste encore le plus souvent sur des accords cadres. Voilà. Très bien, merci. Cécile Dobzig, vous partagez cet exposé sur les avantages du SAD? Oui, complètement. Effectivement, le premier avantage du SAD, c'est son référencement ouvert, hein, la possibilité pour des opérateurs de se référencer pendant toute la durée de vie du SAD, laquelle n'est pas encadrée. Donc, ça peut être particulièrement intéressant sur des secteurs toujours en innovation, avec des startups qui émergent régulièrement sur le marché concerné. J'ajouterais peut-être que pour les
les candidats aussi au SAD, le SAD présente un avantage assez intéressant en ce que finalement les titulaires des marchés spécifiques ne sont pas engagés par les termes de leur offre remise au stade du marché spécifique. Donc dès lors que des marchés spécifiques vont être lancés régulièrement, eh bien un même titulaire pourra remettre une offre complètement différente au stade des marchés spécifiques successifs. Donc ça, c'est un vrai intérêt, mais y compris pour l'acheteur, sur des secteurs concernés par des évolutions de référence très fréquentes qu'un accord cadre ne permet pas d'encadrer malgré les clauses de réexamen. Donc lancer un marché spécifique sur un même objet de SAD, mais pour des besoins différents qui permettent aux titulaires, enfin aux différents candidats du SAD de remettre des références complètement différentes et des prix aussi complètement différents. Donc vraiment, le SAD, c'est permettre la remise d'offres au plus juste de l'estimation d'un besoin à un instant T. Super. Malgré ce, cher Kevin Picabès, le SAD est visiblement sous-utilisé ou pas assez, et parce qu'il doit présenter quelques inconvénients et susciter la crainte d'incertitudes juridiques que vous allez nous présenter. Et finalement, ces incertitudes juridiques, c'est un peu la poule et l'œuf, parce qu'il est mal utilisé ou pas assez utilisé plutôt, et donc du coup, les questions ne se posant pas, on n'a pas de réponse. Or, l'acheteur étant relativement prudent, eh bien, il va moins l'utiliser. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux finalement. Le SAD, c'est un outil qui est souple, mais qui laisse donc, voilà, comme on le disait, hein, des questions en suspens. On ne va pas viser l'exhaustivité, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont assez substantiels. D'abord, le SAD, les achats d'usage courant, certes. Mais quand on a utilisé l'achat d'usage courant, il y a parfois des petits ajouts, des accessoires. Est-ce que ces accessoires-là doivent aussi être d'usage courant? Pas de réponse. Pour autant, nous, on recommande, dès lors qu'il y a la moindre spécificité dans notre marché, d'écarter le SAD pour éviter un contentieux. Mais il n'y a pas de réponse juridique pour le moment sur cette question. Ensuite, pour la durée, c'est la même chose. Il n'y a pas de limite. Très bien. Pour autant, les marchés spécifiques qui vont être passés vont eux-mêmes pouvoir être exécutés à bon de commande. Or, si ce marché spécifique à bon de commande est regardé comme un accord cadre, est-ce qu'il faut lui appliquer la durée de 4 ans pour avoir une remise en concurrence périodique des prestations? Moi, je le pense, honnêtement. Du coup, j'aurais tendance à recommander aux acheteurs de limiter la durée de leur marché spécifique pour ne pas avoir de critiques sur ce point. D'autres zones d'ombre, il y en a pléthore, on va encore citer quelques-unes. Les SAD doivent être divisés en catégories. C'est-à-dire, ils peuvent plutôt être divisés en catégories. Pour autant, les SAD ne sont pas exclus de l'obligation d'allotissement, ce qui rend difficile de faire converger ces deux notions. On n'a pas encore de lien absolument, de doctrine, ou en tout cas de jurisprudence, qui nous disent comment rendre compatibles ces deux notions. De même, quid des critères de sélection des candidatures au stade du SAD? On nous parle de critères de sélection. Ça veut dire qu'il faudrait sélectionner, mais il ne faut pas classer. Le SAD est ouvert. Il faut qu'il y ait le maximum, autant que faire se peut, d'opérateurs économiques qui en soient titulaires. Finalement, un acheteur qui limiterait le nombre d'opérateurs économiques susceptibles d'intégrer le SAD, à mon avis, commettrait une inégalité, ce d'autant plus qu'il pourrait bloquer l'entrée du SAD aux opérateurs économiques tout au long de sa vie, ce qui est évidemment contraire à la réglementation. Les modalités de consultation pour les modalités de consultation parfois un petit peu complexes. En tous les cas, pour le recours à la commission d'appel d'offres, alors nous, à la DAE, comme on est l'État, on n'a pas de CAO, mais comment consulter la CAO? Quand est-ce qu'on doit la consulter? Est-ce qu'on doit la consulter à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel opérateur économique qui va vouloir entrer dans le SAD? Ce serait lourd si on a pendant toute la vie du SAD, surtout pour des petites collectivités. Il y a un professeur de droit qui recommande de le faire à chaque fois qu'on va lancer finalement un marché spécifique. Ça peut être la solution. De même pour la définition des critères, on peut les préciser, mais est-ce que ça peut être totalement nouveau? Est-ce qu'on peut changer complètement à chaque fois de critères et sa pondération? C'est assez compliqué quand même d'être certain de ce qu'on fait sur ce point-là. Enfin, la négociation, a priori non, pas de négociation. Pourquoi? Parce qu'on est sur des achats d'usage courant
Et puisqu'on est sur des achats d'usage courant, on ne va pas rentrer normalement sur des procédures permettant la négociation, mais la question se pose. Voilà. Très bien. Céline Dopsic, même moi j'ai compris que la prévalence en quelque sorte des zones d'ombre que vient de décrire, en plus de façon très synthétique, je suis sûr qu'il en aurait d'autres à nous fournir, Monsieur Picabès, ne donne clairement pas envie d'y aller, quoi. Oui, bah alors après, ces incertitudes peuvent au contraire inciter à y aller pour provoquer des jurisprudences, puisque tant que ce système ne sera pas utilisé, on n'arrivera pas à avoir des testeurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut que qu'il y ait se sacrifie, ouais. Voilà, qu'il y ait des sacrifices. Pour autant, alors d'autres peut-être inconvénients en termes pratiques, c'est aussi que, en fonction, encore une fois, de l'objet du SAD, le fait qu'il soit ouvert pendant toute sa durée de vie peut impliquer un traitement des candidatures qui nécessite une petite organisation. Hein, le fait que le SAD soit ouvert pendant toute sa durée contraint l'acheteur à devoir suivre la réception de ces candidatures et leur analyse. La réception des candidatures n'est pas comme dans un accord cadre limité à 30 jours, mais bien à 4 ans, 5 ans, 8 ans, selon la durée de vie du SAD. Donc ça, il faut être un petit peu préparé. Et puis aussi, dans la continuité du travail d'analyse des candidatures, il faut aussi s'astreindre à un travail d'analyse des offres. Là aussi, ce ne sera pas sur un calendrier de marché. Un accord cadre, c'est très précis. Hein. On sait que tous les 4 ans, on va avoir 2 mois d'analyse des candidatures et des offres. Pour un SAD, ça sera au fil de l'eau. Il faudra là aussi s'organiser régulièrement pour analyser, être en capacité d'analyser des dossiers de candidature et des offres qui vont être mises au fur et à mesure de l'exécution du SAD. Donc ça, c'est plus pour l'aspect pratique. Marie Gouchon, peut-être quelle ligne de conduite vous fixez en quelque sorte à vos clients qui vous interrogent sur ce SAD? Finalement, on est peu interrogé parce que, comme on l'a dit, ça reste assez rare. Et puis nous, je pense que, je ne vais pas revenir sur tous les inconvénients, on a les mêmes problématiques quand on veut conseiller nos clients, parce que notre premier réflexe quand on veut conseiller les gens, c'est une fois qu'on a regardé la réglementation, d'aller regarder les jurisprudences. Et malheureusement, quand il y en a peu, nous, ça nous invite à conseiller la prudence à nos clients et à essayer d'être le plus prudent possible là-dessus. D'accord, très Mais bien. ça veut quand même dire que sur les quelques SAD qui sont lancés, il y a quand même très rarement de contentieux. Donc, il faut quand même rassurer les acheteurs et les inciter quand même à aller dessus. On peut voir ça, oui. Des avantages. Mais c'est parce qu'il y a peu de jurisprudence aussi. Et puis il faut savoir, ce qui fait aussi qu'il y a peu de contentieux, c'est qu'au stade des marchés spécifiques, le délai de standstill ne s'applique pas. Oui. Donc on n'a pas de référé contractuel sur les marchés spécifiques. Or, il ne va pas y avoir, il est très peu probable. Il y a contractuel qui est possible, mais oui, mais il est très peu probable qu'il y ait des contentieux au stade de l'analyse des candidatures. Donc, oui, c'est sûr. D'accord. Bon, en tout cas, le débat est lancé. Aidez-nous, donc Céline Dopsic, dans SAD, accord cadre, quel choix faire finalement au total après. Voilà. Accord cadre SAD. Alors, l'accord cadre sera plutôt choisi lorsque l'acheteur souhaite que l'offre ou les offres retenues n'évoluent pas sensiblement pendant la durée de l'accord cadre. Ni même d'ailleurs son cahier des charges. Puisque dans un accord cadre, comme on l'a exposé, tout est assez figé dès la passation du marché, dès la réception des offres, quand bien même l'accord cadre à marché subséquent permet d'ajuster un petit peu les stipulations contractuelles non définies au stade de l'accord cadre, le Code nous dit bien qu'il ne doit pas y avoir de modification substantielle de l'accord cadre. Donc, si l'on souhaite avoir une vision très précise et pérenne pendant une durée de 4 ans maximum, et d'avoir une offre qui n'évolue pas, on choisira l'accord cadre. À savoir donc qu'il faut aussi être certain que les titulaires de l'accord cadre sont suffisamment solides pour tenir sur la durée de 4 ans.
On choisira plutôt le SAD lorsqu'on est sur des sujets, alors tout en étant sur des achats d'usage courant, puisque c'est la définition du SAD, mais on est sur des sujets qui évoluent pour une raison ou pour une autre, qui évoluent sensiblement. Donc là, par exemple, sur la période de crise sanitaire, le SAD a pu être un outil intéressant. Pourquoi ? Parce que les références évoluaient énormément, donc l'accord cadre n'était pas du tout adapté. Il fallait obtenir des offres nouvelles au fur et à mesure de l'évolution du besoin. Ça, c'est déjà le contexte sanitaire, en tout cas pour le milieu de l'hôpital, peut inciter à recourir au SAD, mais aussi le SAD peut s'imposer ou peut être intéressant dans un contexte économique, comme on connaît aujourd'hui, avec des évolutions de prix et une volatilité de prix très importante. On sait que parfois les clauses de révision de prix ne sont pas forcément adaptées. Eh bien, les marchés spécifiques lancés dans le cadre d'un SAD, qui peuvent être d'une durée de 3, 6 mois, 8 mois, vont permettre d'avoir une offre financière pour un instant T, et puis de relancer ensuite des marchés spécifiques lorsque le marché économique se sera un petit peu stabilisé. Donc voilà, le SAD donc, permet une technique est une technique qui permet d'avoir des offres qui s'adaptent au plus juste des contraintes économiques, sanitaires, pour parler de la situation actuelle, mais voilà, qui s'adaptent aux contraintes actuelles, ce que ne permet pas forcément l'accord cadre à bon de commande et à marché subséquent. C'est ça, Angélia? Oui, pardon, je ne vous ai pas coupé pour moi. Oui. Alors, je suis totalement d'accord avec le propos de Céline. Je vais encore une fois insister sur le fait effectivement que le SAD, on voit bien que c'est beaucoup plus adapté pour des collectivités ou des personnes publiques de taille beaucoup plus importante qui sont bien organisées et qui peuvent donc faire, si vous voulez, face à cette technique d'achat qui a des caractéristiques plus souples, mais qui demande quand même une certaine technicité de la part des acheteurs. Donc, mon expérience propre au niveau du cabinet démontre effectivement que c'est une technique d'achat qui est beaucoup moins utilisée quand même par les acheteurs aujourd'hui. Néanmoins, c'est une technique d'achat, on vient de l'exposer tout au long et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui la mettre en lumière avec cette conférence aussi, dont les acheteurs ne doivent pas se priver parce que ça présente quand même certains avantages et donc du coup, c'est utile pour certaines prestations, pour certains achats par rapport à notre stratégie d'achat et donc on ne doit pas se priver, quitte effectivement à se faire accompagner par une AMO externe, par son conseil habituel, voilà, pour bien sécuriser la procédure. On va arriver à notre conclusion. Attachez vos ceintures. Donc, ça y est, l'avion va bientôt atterrir. Merci en tout cas à chacun d'avoir participé à cette webconférence. Juste une petite question comme ça de journaliste pour aiguiser éventuellement votre conclusion en 1 minute, 1 minute et demie. Est-ce que la crise sanitaire a impacté, a fait bouger le gros paquebot de la commande publique? Est-ce que vous avez ressenti ça? Et est-ce que cette conférence aurait été aurait eu le même contenu si ce fameux virus venu d'on ne sait où n'était pas apparu? Qui commence? Marine? Non. Allez, qui se jette à l'eau? Qui prend un risque, comme pour le SAD, pour cette conclusion? Pas obligé de répondre à la question, bien sûr. Je veux bien prendre la parole en tant que représentante de UniAchat, donc centrale d'achat spécifique aux établissements hospitaliers. Donc évidemment que la crise sanitaire a été une grosse épreuve pour UniAchat. Alors une épreuve dans le sens où il a fallu évidemment accompagner nos adhérents devant cette vague soudaine qui a impacté considérablement la commande publique. Donc cette conférence, elle aurait été complètement différente il y a 1 an et demi, puisqu'il n'y avait pas les maximums notamment. L'absence de ces maximums, il faut le reconnaître, a quand même pu sauver nos adhérents et puis la passation des commandes. Alors cette crise
cette crise a révélé beaucoup d'autres sujets, notamment sur la structure des prix, etc. Mais pour s'en tenir au thème d'aujourd'hui, il est clair que le SAD a pu être accéléré, en tout cas chez Uniachat. On s'est rendu compte de l'intérêt de cette technique d'achat. Et puis, en ce qui concerne les accords cadres, oui, une réflexion notamment sur les clauses de réexamen, notamment au regard de ces contraintes de maximum. Qui d'autre? Marie, Evangélia, Kevin, Picabez, dites-moi, voilà, sur cette thématique, Kevin, sur ce cours de l'histoire qui s'est accéléré. Je partage complètement le propos de Céline Dobzy pour l'avoir vécu sur les achats de masques, notamment avec la DAE. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, l'outil juridique, même s'il y a eu des évolutions sur la période, avec l'ajout des maximums, la question des clauses de réexamen, etc., il préexistait à la crise. Et finalement, les grandes questions qu'on se posait, elles continuent à se poser. Je pense que l'acheteur ne devrait pas avoir d'idée préconçue sur l'outil qui devrait être utilisé. Il devrait, au cas par cas, se demander si vraiment il doit utiliser cet outil. Il va avoir tendance à utiliser l'accord cadre finalement par réflexe, un peu pavlovien. Je pense vraiment qu'il faut qu'il prenne conscience que ce soit l'accord cadre ou le marché subséquent, il y a des avantages, il y a des inconvénients aux deux techniques d'achat, et que finalement, en choisissant un peu de manière automatique, il fait peut-être le choix de la technique moins adaptée que l'autre. Donc vraiment, si on devait retenir quelque chose de cette matinée, c'est prendre le temps de réfléchir à la technique d'achat qu'on va utiliser pour utiliser la meilleure au cas par cas. Voilà. Merci. Marie Gouchon? Oui, un petit mot pour compléter ce que dit Kevin. Effectivement, il faut être très vigilant au moment de la définition du besoin, à bien réfléchir à la bonne technique achat et à pas choisir peut-être l'accord cadre à bon de commande par habitude et par facilité. Et puis, il faut également continuer à se poser des questions au stade de l'exécution, puisque l'accord cadre à bon de commande, ça paraît très simple parce que très utilisé, habituel, mais ça pose beaucoup de questions au stade de l'exécution sur, par exemple, l'émission des bons de commande, sur la remise en concurrence, le choix entre enfin, c'est pas une remise en concurrence, mais plutôt le choix et la distribution des besoins entre les différents titulaires. La question également des délais d'exécution des bons de commande, on n'est pas rentré plus dans le détail, mais combien de temps peuvent-ils survivre après la fin de l'accord cadre à bon de commande? C'est plein de questions qui se posent et qu'il faut pas oublier en se disant c'est une technique d'achat courante. Et puis voilà, je l'exécute. Non, il faut être vigilant même au stade de l'exécution pour bien sécuriser son accord cadre à bon de commande. Et pareil pour l'accord cadre à marché subséquent, même si souvent le fait qu'il y ait une vraie remise en concurrence formalisée oblige les acheteurs à faire ce travail et être plus vigilants. Evangélia Camara-Carmitron, pour terminer. Oui, non, mais je ne peux que souscrire aux propos de 3 autres intervenants. Alors, on a examiné 2 techniques d'achat qui sont complètement différentes. Comme je dis souvent à mes clients et aussi lors de formations que les cabinets donnent, on ne part pas des techniques d'achat, on part de notre projet, de nos besoins pour définir les techniques d'achat et les montages juridiques qui sont susceptibles de satisfaire nos besoins et nos projets. Et on ne fait pas juste attention au moment où on choisit les montages contractuels ou les techniques d'achat, la technique d'achat qui convient le plus. On fait aussi attention lors de la contractualisation, lors de la rédaction des pièces, où là, il y a beaucoup de pièges à éviter, et tout au long, bien sûr, de la passation. Donc, faites bien attention à peaufiner bien vos clauses et à bien réfléchir à tout ce qui s'est passé lors de vos précédents marchés aussi. Tirez les leçons du passé. Je n'arrête pas de le dire à mes clients et lors des conférences qu'on peut donner. Tirez les leçons du passé. Regardez qu'est-ce qui s'est mal déroulé lors de vos précédents marchés pour que vous puissiez tirer le profit pour vos futurs achats et avoir des techniques d'achat les plus adaptées possibles. Voilà. Et nous sommes là pour aider les acheteurs, bien sûr, à bien définir leurs besoins, bien rédiger les clauses en toute sécurité juridique.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci mesdames, merci monsieur pour cette séance de décryptage organisée à l'invitation donc, du cabinet Eric Landau et associés qui, comme vous le savez, très régulièrement, j'ai réagi à cette actualité mouvante juridique pour apporter des éléments rapides d'éclairage à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée Au à revoir. vous. Au revoir. Au revoir.